Eh bien, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui va me permettre de vous parler de sociocratie. Et alors, le titre de ce webinaire, c'est comment améliorer l'efficacité de mon équipe de 30% et le bien-être de mon équipe jusqu'à 300%. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis Yanis Camus. Je suis formateur, consultant, facilitateur en intelligence collective. J'habite à côté de Rennes, mais j'interviens sur toute la France et même dans le monde entier. Une petite particularité, je vois que mon amie improvisatrice Isabelle est là aujourd'hui. Un petit coucou à toi. Je suis aussi par ailleurs improvisateur, voilà, comédien improvisateur et metteur en scène, ce qui me permet dans mes formations et puis aussi dans mes accompagnements d'utiliser des outils dynamiques, des jeux coopératifs, mais aussi parfois des outils un peu théâtraux, histoire que cet accompagnement ne soit pas, comment dirais-je, trop sérieux et trop ennuyeux, mais que ce soit quelque chose de vivant, de dynamique, puisque au final, tout ce que je fais, que ce soit du côté théâtral, du côté formation ou accompagnement ou facilitation, moi, mon but, c'est de diffuser de la joie dans les équipes pour que les gens apprennent à travailler, mais à travailler en s'éclatant et en profitant de la vie. Voilà, parce qu'on ne va pas au boulot pour se prendre la tête et simplement pour son salaire, mais aussi pour prendre du bon temps. Parce que finalement, quand vous regardez le nombre d'heures qu'on passe au travail, eh bien, ma foi, ça fait une bonne partie de la vie qu'on passe là-bas. Donc, ce serait triste quand même de travailler sans être joyeux. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est effectivement de voir comment on peut faire pour améliorer l'efficacité dans une équipe, mais aussi cette notion de bien-être qui est hyper importante. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez bien mon visuel? Est-ce qu'il est bien partagé? Et alors vous pouvez écrire dans les questions-réponses. Donc c'est Q et R, il y a une petite bulle normalement avec un point d'interrogation dedans. C'est ici que vous pouvez me laisser un petit message. Salut Isabelle. Est-ce que tu vois mon visuel, Isabelle? Tout est bon, ouais, super. Et donc normalement, il y a une petite vignette en bas où tu me vois avec ma belle chemise quadrillée aujourd'hui, c'est ça? Ok, super. Allez, je me mets sur mon visuel, moi je vais plus voir. Donc si vous désirez me poser des questions ou réagir, je vous invite à écrire tout ça dans le petit chat là, avec justement la bulle et puis le point d'interrogation. Cependant, je ne vais pas le voir pendant ma présentation, donc je reprendrai ça à la fin et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà. Alors, c'est parti. Comment améliorer de 30% l'efficacité et jusqu'à 300% le bien-être? Eh bien, le sommaire, c'est pour vous donner un petit peu, comment dirais-je, le plan de ce webinaire. D'abord, je vais vous expliquer d'où je sors ces chiffres et puis ensuite, je vais vous partager 3 clés. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, écoutez ces clés-là et puis revenez sur le webinaire en écoutant le replay. La clé numéro 1, ce sera améliorer la communication. La clé numéro 2, ce sera adapter la posture des managers. Et la clé numéro 3, partager le pouvoir. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal, mais ce serait bien quand même de creuser pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, d'où je sors ces chiffres? Alors, les fameux 30% d'efficacité, eh bien, c'est suite à une étude qui a été faite auprès d'une société allemande qui a implémenté la sociocratie en son sein. Donc, la sociocratie, c'est quoi? J'en ai parlé tout à l'heure en introduction. C'est un mode de gouvernance coopératif qui est issu d'un travail qui a été mené par un ingénieur en cybernétique qui est devenu chef d'entreprise. Il s'appelle Gérard Edenburg. Et dans les années 70, il a donc hérité de l'entreprise familiale, il est devenu chef d'entreprise et il s'est dit, je veux tester des principes, parce qu'il avait une intuition, je veux tester des principes au sein de mon entreprise. Et en fait, c'est de ces principes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis très, très inspiré par ça. Et avant de devenir formateur et consultant en sociocratie, j'ai été aussi moi-même dirigeant d'une boîte dans le culturel. Et alors, cette boîte était organisée sur 3 niveaux hiérarchiques, on était une quinzaine de salariés. Et en fait, j'ai pu implémenter moi-même la sociocratie. J'ai pris mon temps,
j'étais un peu accompagné, mais pas tant que ça, donc ça a pris un peu de temps. Mais du coup, ça m'a permis, de faire les choses vraiment à fond et de voir ô combien ça transformait les relations dans le travail, les relations professionnelles et effectivement, ça nous permettait d'être beaucoup plus efficaces et ça nous permettait aussi de vivre mieux nos relations, au sein de l'entreprise. Voilà. Donc les 30 d'efficacité, en réalité, l'étude allemande a fait ressortir, que cette boîte avait amélioré de 38 son efficacité. Alors je j'ai pas tous les critères, de cette étude, mais c'était quand même pour vous dire, qu'aujourd'hui on parle de 30, ça peut même aller au-delà. Et puis, alors je vous ai parlé aussi dans le titre que je voulais un peu accrocheur, de 300 d'amélioration du bien-être au travail. Alors forcément, tout dépend de là où vous en êtes. Si vous êtes dans une organisation où déjà il fait bon vivre, ça va être compliqué d'améliorer de 300 la qualité de vie au travail. Cependant, on va quand même, l'améliorer de manière significative. C'est-à-dire que même dans une organisation où vous avez la sensation que les relations sont plutôt chouettes, eh bien, cette histoire de sociocratie va vous amener à vivre des relations, tellement coopératives qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez jamais vécu ça auparavant. Dans les organisations, organisées de manière un peu classique, on peut avoir la sensation de temps en temps, bah, qu'il y a de la coopération entre nous, d'accord? Alors en particulier avec les gens qui ont des tempéraments qui matchent bien avec le vôtre. Puis généralement, vous sentez bien qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus différentes de vous. Bon, bah, il y a moins de coopération. Mais finalement, globalement, vous avez la sensation que ça coopère bien. Eh bien, imaginez qu'avec ce que vous allez découvrir aujourd'hui, en implémentant ces principes, en fait, vous découvririez une manière de coopérer qui est optimisée, et qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Voilà. Alors, c'est facile à dire. Maintenant, il faudrait vraiment, plonger corps et âme dans cette histoire, et embarquer tout le monde. C'est aussi quelque chose qui est important, c'est de faire ça avec des gens qui en ont envie, en fait. Voilà, leur proposer une aventure coopérative, une expérience, une expérimentation, uniquement avec des gens qui en ont envie. Si il y a parmi vos collègues qui n'en ont pas envie, alors il faut prendre un certain temps pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que l'idée, on ne peut pas forcer à la coopération. Voilà, ça, c'est pas possible, ou alors c'est complètement incohérent. Donc, il faut donner envie aux gens, il faut les rassurer, parce que parfois, vous savez, hein, certaines personnes sont très réfractaires au changement. Et donc voilà, il faut donner envie, c'est la première des choses. Allez, c'est parti. Je vous donne maintenant ma première clé. Alors, je vous l'ai donnée sous forme de titre tout à l'heure, mais maintenant, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. La clé numéro un, c'est améliorer la communication interne. Alors, pour l'instant, je vous demande de ne pas trop regarder sur la gauche mon petit visuel, uniquement de suivre ce qui est écrit. Dans un premier temps, on va améliorer l'organisation des réunions. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'interviens dans des entreprises aujourd'hui ou des associations ou tout type d'organisation, c'est la même chose. Je me rends compte qu'il y a parfois, des gens qui sont présents dans les réunions qui n'ont rien à faire ici ou pas grand-chose à faire ici et qui seraient bien plus utiles à faire autre chose ailleurs, par exemple dans leur bureau ou ailleurs. Donc il y a une des choses importantes, c'est de se reposer la question de: «Tiens, quand est-ce qu'ont lieu nos réunions? Quelle est leur régularité? Quel sujet on aborde dans ces réunions-là? Est-ce qu'on est vraiment au clair avec tout ça? Et puis qui on invite à ces réunions-là? Donc petit travail de débroussaillage, de nettoyage de chacune de nos réunions et puis on clarifie. Et on va voir par exemple que parfois, eh bien, il y a des réunions par exemple de CODIR, qui sont organisées et qui débattent de choses qui normalement n'auraient rien à faire au CODIR. Donc lorsqu'on fait ça sans s'en rendre compte, le CODIR perd du temps d'une part, mais et le temps du codir est précieux, hein, parce que ne serait-ce qu'en euros, ça coûte cher un codir. Mais au-delà de ça, on va se rendre compte aussi que le fait que le codir se mêle d'affaires qui ne sont pas les siennes, eh bien, ça va créer énormément de frustration dans les services, qui vont du coup subir vraisemblablement des décisions du codir, alors que les services eux-mêmes auraient bien aimé, prendre les décisions qui les concernent. Voilà. Donc il y a tout un travail de nettoyage à faire et je vous invite, hein, si vous voulez, améliorer les choses même sans consultant, je vous invite à reprendre, à réfléchir un petit peu avec distance à vos réunions et à vérifier les différents points que je viens de nommer. Ensuite, on va aussi améliorer, les réunions en améliorant l'animation de ces réunions.
D'ailleurs, je vous propose de considérer une chose qui est importante et qui est issue de la sociocratie, c'est de dire qu'il vaut mieux qu'une réunion soit animée par quelqu'un qui n'est pas le chef du service concerné. Bah oui, parce que généralement, on a l'impression quand on devient chef d'un service que l'une de nos fonctions, c'est d'animer les réunions. Qui a dit ça? Et en fait, c'est pas très sain parce que vous avez la casquette du chef, déjà un certain pouvoir, mais si en plus vous avez la casquette de l'animateur, eh bien ça va donner des réunions où vous maîtrisez un peu trop les choses. C'est-à-dire que souvent, c'est la personne qui anime la réunion qui crée l'ordre du jour. Si en plus c'est le chef, eh bien il va mettre tous les sujets qui l'intéressent lui, mais il va avoir tendance à oublier les sujets qui intéressent ses collaborateurs. Et alors, pour avoir vécu cette transition dans ma propre boîte, je peux vous partager, c'est assez rigolo. Donc, comme je me formais à la sociocratie à l'époque et que j'avais découvert qu'il valait mieux que ce ne soit plus moi qui anime les réunions, on a élu un animateur pendant un an qui animait nos réunions. Et puis, il a utilisé une technique où il élaborait l'ordre du jour en live avec les collègues qui étaient là. Donc moi, comme d'habitude, j'avais préparé mon ordre du jour. Donc je disais, voilà, j'avais 5, 6 points qui me semblaient hautement stratégiques, très importants, toujours urgents à traiter. Et puis mes collègues apportaient plein d'autres sujets qui me semblaient, moi, pas forcément me concerner, pas toujours très intéressants, etc. Et puis mon collègue a eu une bonne idée. Il nous a dit, écoutez, il y a trop de sujets aujourd'hui à aborder par rapport au temps qui nous est imparti. Donc, je vous propose qu'on priorise. Allez, c'est parti. Il a utilisé une technique de priorisation. Et qu'est-ce qui est ressorti? C'est qu'aucun des sujets que j'avais mis à l'ordre du jour n'a été priorisé. Alors, ça m'a énormément frustré. Donc, si vous êtes dirigeant ou manager, vous allez vous dire, bah non, je ne vais pas utiliser cette technique. Mais ça m'a quand même forcé à réfléchir et à me dire comment se fait-il que mes sujets ne soient pas priorisés. Et ma conclusion, en fait, c'est que ce qui était prioritaire pour moi, ne l'était pas pour mes collègues et qu'on est à des niveaux parfois de réflexion ou d'implication sur la structure qui sont différents, de par notre rôle dans la structure. Et donc, ma conclusion, c'est que lorsqu'on laisse un chef tout-puissant faire l'ordre du jour et animer les réunions, eh bien, il focalise sur ses besoins à lui, en termes d'information, d'échange, etc. Et on va passer à côté de plein, plein de choses dont ont besoin les collaborateurs pour avancer, qui sont prioritaires pour eux. Voilà. Donc les gens se démotivent, se désintéressent un peu des réunions. Et puis, effectivement, de fait, on n'est pas très, très efficace. Voilà. Alors, je ne vous raconterai pas pour l'instant les conclusions de comment j'ai fait quand même pour aborder les sujets qui étaient importants pour moi. Si ça vous intéresse, vous me poserez la question dans le chat. Voilà. Donc, on va améliorer l'animation des réunions en proposant que l'animateur ne soit pas le chef, mais aussi en faisant en sorte que notre animateur se forme à des techniques d'animation en intelligence collective pour que nos réunions soient dynamiques, qu'effectivement les ordres du jour soient partagés, et puis qu'on distingue, et ça c'est super important, et de toute façon l'intelligence collective, quasiment toutes les techniques que je connais, elles utilisent une chose, c'est qu'elles séquencent les choses. Pour nous permettre de réfléchir aux mêmes choses en même temps, eh bien, il y a différentes formes de séquençage, mais toujours des séquençages pour nous amener, malgré le fait que nos cerveaux soient fichus de manière différente, pour nous amener à réfléchir aux mêmes choses en même temps. Et là, on va évacuer de cette manière tout un tas de tensions, d'incompréhensions, de conflits potentiels, parce que la technique d'animation va guider la réflexion de chacun, chacune, et on va clarifier, on va savoir à chaque fois où on en est. Je vous donne un exemple. Dans les organisations classiques, on ne fait pas la différence entre élaborer une proposition et prendre une décision. Voilà. Eh bien, dans ces histoires de séquençage, on va faire baisser les tensions et le stress de la prise de décision, parce que là, il y a un certain stress quand même à ce moment-là, en disant là, écoutez, on ne fait qu'élaborer une proposition. Et donc, la proposition qui va ressortir de notre travail, on n'a pas à se stresser, elle peut être absolument nulle, ce n'est pas un souci, puisqu'en fait, il va y avoir derrière un process de prise de décision. Voilà. Et lui, il va forcément améliorer la proposition qu'on aura élaborée. Voilà, donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui va permettre, toutes ces techniques vont nous permettre
de vivre de manière plutôt apaisée, de réduire le stress lors des réunions et puis, étant donné que ces techniques sont participatives, de permettre à chacun de contribuer. Alors ça, c'est hyper important parce que dans les organisations et toutes les organisations, c'est la même chose, hein. Chaque individu, chaque être humain a besoin pour se sentir bien et l'organisation a besoin de ça pour être efficace. Donc là, je touche les 2 points de ce webinaire, efficacité et bien-être. On a besoin de pouvoir contribuer. Voilà. Alors contribuer en donnant ses idées, contribuer, par la suite en mettant en place les décisions qu'on aura prises. Mais déjà, rien que dans l'élaboration des choses, c'est important que chacun puisse avoir son mot à dire. Donc c'est important que dans vos réunions, vous puissiez observer que chacun, effectivement, participe. Dans les réunions classiques, généralement, il y a deux, trois extravertis qui monopolisent la parole, parfois pour dire des choses intéressantes, parfois pas. Et puis, il y a une majorité de gens qui sont là, qui écoutent, qui prennent des notes ou qui attendent que le temps passe et qui ne participent pas. Imaginez toutes les idées qu'il y a dans le cerveau de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas? Alors, il y a plusieurs raisons, mais entre autres parce que les réunions sont mal animées. En tout cas, sans vouloir critiquer, ce qui se fait actuellement, je vous invite à considérer qu'effectivement, avec des super techniques d'animation qui vont permettre que la parole tourne vraiment et cetera, eh bien, on va entendre des personnes qui d'habitude, se taisent. Ça va être très frustrant pour ceux qui d'habitude monopolisent la parole et l'animateur, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi fermeté, va devoir leur faire comprendre que c'est important qu'ils développent leur capacité d'écoute parce qu'ils ont une formidable capacité d'expression, et ça c'est très bien, et ils auront toujours la parole. Et généralement toujours un peu plus que les autres, puisqu'ils sont entraînés à parler, etc. Mais il va falloir aussi qu'ils s'entraînent à écouter les autres. Et ce qu'on veut faire, c'est déployer l'intelligence collective. Si on veut gagner en efficacité, eh bien, il faut qu'on prenne en compte les avis de chacun. Et que tout ça se mélange de manière absolument bien réfléchie, comme dans une superbe recette de cuisine, voilà, avec un 3 étoiles au guide Michelin, eh bien, vous allez faire la même chose dans votre organisation, dans vos réunions. Voilà. Et puis, dernier point, pour améliorer la communication interne, c'est optimiser l'organigramme en instaurant des seconds liens. Alors là, je vous invite à regarder maintenant à gauche et à essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, je vous ai mis le petit point orange, c'est le bonhomme, c'est le ou la DG, directeur ou directrice générale de la boîte, hein. C'est une organisation, là, je vous ai dessiné une organisation pyramidale assez classique. Le petit bonhomme bleu, vert et violet, ce sont les adjoints, les responsables de service, de pôle, de commission, voilà, ça dépend des organisations. Euh, mais en gros, vous voyez de quoi je parle. Et puis en dessous, eh bien, ce sont les gens qui font partie de l'équipe 1, dirigée donc par le petit bonhomme bleu, l'équipe 2 dirigée par le petit bonhomme vert et la 3 par le violet. D'accord? Donc on a 3 personnes en plus du chef bleu dans l'équipe 1, 2 personnes dans la 2 et 4 personnes dans la 3. Bon, jusque-là, tout est simple et classique. Eh bien, dans ce type d'organisation, de manière classique, le comité de direction va être composé uniquement du DG et puis des DG adjoints, des DGA par exemple, dans les départements français, c'est comme ça qu'on appelle les directeurs adjoints. Donc, on va avoir 4 personnes de manière classique dans un comité de direction. Eh bien, la sociocratie nous invite, vous voyez, c'est les petites flèches noires, à élire une personne par équipe qui va venir siéger avec son chef dans ce qu'on va appeler le cercle de direction. Et je vous montre sur la slide d'après à quoi ça ressemble. Du coup, vous avez vu tout à l'heure, on avait un DG et 3 responsables qui constituaient le CODIR. Et bien maintenant, le CODIR peut être composé de, ça fait combien? 3, 7 personnes. On va avoir le responsable 1 toujours avec son DG, mais il va être accompagné d'un second lien, donc un représentant de l'équipe 1. Même chose pour l'équipe 2, même chose pour l'équipe 3. Alors là, il y a peut-être un petit distinguo à faire entre CODIR et cercle de direction, quoique c'est un choix à faire. En fait, on parle en sociocratie de cercle dès lors qu'il s'agit de réunions où on va prendre des décisions stratégiques. Je vais revenir là-dessus un petit peu tout à l'heure. On pourrait considérer, mais là, c'est à voir, c'est chaque organisation qui va tester puis qui va décider ce qui est le mieux pour elle, que le CODIR reste composé de 4 personnes. Mais là, c'est comme si on était dans un CODIR élargi. Et dans ce CODIR élargi, par contre,
on ne fait que prendre des décisions stratégiques. C'est-à-dire, on ne va pas perdre de temps à élaborer des propositions. Les propositions seront élaborées ailleurs par les personnes qui sont généralement les personnes ressources sur le sujet qui est abordé. D'accord. Donc, ça peut être le DG et un responsable, mais ça peut être aussi un second lien ou deux seconds liens qui décident sur une thématique. Bah, tiens, il faut qu'on améliore telle chose. On élabore une proposition ensemble à deux, comme ça c'est rapide. Et ensuite, on demande au cercle de direction, donc ce que je vous montre là, de prendre la décision avec une technique particulière qui est la décision par consentement. J'ai fait un webinaire dernièrement là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionnait. C'est une technique absolument évolutionnaire ou révolutionnaire, comme vous voulez, qui permet que chacun participe et que chacun donne son consentement. Donc en fait, dès lors qu'on prend une décision par consentement, ce qui n'est pas tout à fait le consensus, mais pas loin, on s'en rapproche, eh bien tout le monde va porter la décision et vous n'avez plus personne à traîner les pattes derrière, à faire en sorte que la décision puisse pas être mise en place ou à mettre tout un pataquès dans votre organisation parce qu'on n'est pas d'accord. Peut-être que ça devrait parler à un certain président de la République. Voilà. Bon, au niveau national, ce serait un peu plus compliqué que dans une organisation où il y a plusieurs dizaines, centaines de personnes. Hein. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué, bien entendu. Mais je pense que le système politique français qui se dit démocratique et qui l'est peu, on le voit encore en ce moment, devrait vraiment s'inspirer de ça parce qu'il y a vraiment moyen d'améliorer les choses de manière absolument hyper importante sur cette histoire de démocratie, de participation, de prise en compte des points de vue de chacun. Et ça nous éviterait tout ce qu'on vit en ce moment en termes de rébellion, de confrontation, de violence, etc. Voilà. Donc là, on voit, avec l'exemple dont je viens de parler, qu'en fait, ces organisations qui vont devenir coopératives vont également devenir bienveillantes. Et c'est en ça où on va améliorer de manière drastique la qualité de vie au travail. Allez, je continue vers la clé suivante. Clé numéro 2, on va adapter la posture des managers. Alors, ben, le résumé, il est en image sur votre gauche. On va passer de Margaret Thatcher à Mahatma Gandhi. Voilà, je pense que ça parle. C'est vrai que Margaret Thatcher, bah, je pense que tout le monde en a cette image, hein. Un chef avec une poigne de fer, c'était la dame de fer, son surnom. Heu, Quelqu'un qui était absolument pas dans la coopération a priori. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais d'après, ce que j'entends, quelqu'un qui avait des idées et qui les imposait. Alors ça a du bon quand on a quelqu'un qui est, comment dirais-je, particulièrement brillant, parce que parfois ces idées sont pas mauvaises et si elle les avait pas imposées, on les aurait pas testées et donc voilà. Je vous donne un exemple à Rennes, j'ai entendu il y a quelques années, le contradicteur, c'était incroyable. On était à Sciences Po en train de faire une conférence devant les étudiants de Sciences Po et j'avais à côté de moi le dirigeant de la droite rennaise qui disait, donc le débat était justement sur la démocratie participative, c'est pour ça que j'étais invité. Et alors c'est rigolo parce qu'il disait, c'était l'opposant du maire qui avait décidé de la création d'une ligne de métro à Rennes. Donc, bah, je ne sais pas si vous n'êtes pas rennais, vous ne le savez peut-être pas, mais Rennes serait la plus petite ville au monde qui dispose d'un métro et maintenant elle a même deux lignes. Et donc, dans les années 2000, Edmond Hervé, je crois, le maire de l'époque, a imposé non seulement à la minorité, à la droite, mais également à sa propre majorité, il a imposé cette histoire de métro là où les gens auraient vu d'autres choses. Voilà. Et alors, quelques années plus tard, après l'expérimentation du métro, j'entends donc ce type dire, écoutez, heureusement qu'Edmond Hervé nous a imposé sa vision, parce que sinon, bah, on n'aurait pas eu le métro et ça aurait été dramatique. Regardez comme c'est génial aujourd'hui. Et il nous dit ça en toute modestie, en nous disant, et je vous dis ça, j'ai été le premier contradicteur d'Edmond Hervé à l'époque. Eh bien, pour moi, c'est assez formidable parce que cet exemple, il nous montre le meilleur des exemples de la démocratie représentative. Donc effectivement, quand on regarde autour de nous, bah, tout ce qu'on trouve chouette, vraisemblablement, ça a été imposé par une minorité de gens à la majorité. Cependant, je vous invite à peut-être juste fermer les yeux et à vous dire que le monde serait complètement différent s'il fonctionnait de manière coopérative. Si justement on s'empêchait d'avoir des gens aussi brillants fussent-ils, de nous
imposer quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, si Edmond Hervé avait pris en compte les idées des autres personnes avec lui, avec les bonnes techniques, ce dont on parle aujourd'hui, eh bien, non seulement, euh, enfin, comment dire, les idées qu'il avait, la vision avec son métro, eh bien, elles n'auraient pas été mises sur le côté. On aurait utilisé ce qu'il y avait de bon dans son idée, mais on y aurait rajouté tout ce qu'il y avait de bon dans les idées des autres. Et c'est ça l'intelligence collective, c'est comment faire du plus et faire du 1 plus 1 égale 3, alors que là, on a fait du 1 plus 1 égale 1. Le 1 étant l'idée d'Edmond Hervé qui a imposé son idée aux idées des autres. Donc, OK, on peut être satisfait aujourd'hui du métro rennais, mais si on avait pris en compte les idées des autres, eh bien, on aurait peut-être un métro qui serait différent et qui serait vraisemblablement beaucoup plus chouette, ou peut-être qui coûterait moins cher, ou peut-être qui serait plus sécurisé, ou voilà, que sais-je. En tout cas, on va chercher à faire du 1 plus 1 égale 3. Et donc, je vous ai mis Mahatma Gandhi. Euh, Au-delà de l'image du pacifiste qu'il était, en réalité, il a été aussi chef d'État. Et donc, alors, je n'ai pas de détails sur la manière dont il gérait ses relations, mais a priori, c'était quelqu'un qui incarnait déjà beaucoup plus cette notion de coopération, qui savait déléguer et qui savait prendre en compte les autres plutôt que d'imposer, comme Margaret Thatcher, ses idées. Voilà. Alors d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que comme moi, vraisemblablement, pendant la crise du Covid, vous avez vu plein de vidéos passer où on voyait nos dirigeants qui nous ont imposé de rester chez nous, qui nous ont imposé d'abord, alors d'abord on n'avait pas de masque et ils nous disaient qu'il n'y avait pas besoin du masque, et puis ensuite qui nous ont imposé les masques, etc. Qui ont quand même comment dire, virer les gens des hôpitaux, ceux qui ne voulaient pas se vacciner, etc. etc. Alors, sans rentrer dans tous ces débats-là, peut-être vous avez vu ces montages où on voyait Emmanuel Macron et puis le ministre de l'époque de la Santé dire des choses et puis 2 mois plus tard dire le contraire. Donc, ça montre bien que même si ces gens, alors c'est pas n'importe qui, hein, les gens qui sont à la direction de notre pays, ce sont des gens intelligents, mais aussi intelligents soient-ils, en réalité, même eux, ils se contredisent. Voilà, parce que leurs croyances dépendent des informations qu'ils reçoivent. Et donc, les choses évoluent, donc leur opinion évolue. Eh bien, c'est exactement ça, mais de manière organisée et de manière intelligente, cette histoire d'intelligence collective. On va partager toutes les informations pour en avoir un maximum avant de prendre la décision finale. Et donc, la décision finale, on va demander également leur consentement aux gens. Et c'est ça qui va tout changer. Alors, demander à 60 millions de Français s'ils sont OK pour porter le masque, etc., forcément, c'est compliqué. Il faut penser une autre organisation. Mais la sociocratie, elle a déjà les germes de tout ça. Donc, il faudrait se pencher maintenant sur l'organisation d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle organisation politique pour aller vers ça. Mais bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on pense à déjà faire ça dans nos organisations. Ça va nous donner de super expériences. Et puis, si un jour on devient élu, par exemple, d'une commune, eh bien, on pourra transposer ce qu'on a vécu dans notre boîte où on a vécu cette coopération optimisée, on pourra le transposer dans notre collectivité, par exemple. Voilà. Allez, j'avance. On revient maintenant à droite. Donc oui, je disais, on va parler de managers dans les organisations pyramidales. Et dans les organisations qui se veulent horizontales, on va parler plutôt de responsables, par exemple, ou de leaders. Et puis, généralement, ces organisations sont composées, qu'elles soient pyramidales ou non, d'ailleurs, de commissions, de pôles, de services, ou dans les organisations coopératives, on va parler pas mal de cercles. Voilà. Autre chose, pour adapter la posture des managers, il va falloir les former pour qu'ils comprennent, en particulier ceux qui sont un peu managers à l'ancienne. On va leur demander de passer d'une posture de surveiller à la posture de veiller sur. Et donc, moi, dans mes formations, ce que j'explique, c'est que souvent, on a l'impression, quand on est manager, qu'on est au-dessus des autres. Eh bien, je vais les inviter à imaginer tout le contraire, d'être en dessous, parce que lorsque je suis au-dessus, je regarde d'en haut et puis, bah, vous voyez bien, je considère que c'est moi qui ai raison, etc., etc. Et cetera. Et là, ça va être le contraire, je vais me mettre au service des gens, donc c'est comme si j'étais en dessous et que je portais mon équipe. Et donc, mon rôle, ça va être de veiller sur eux et donc de leur demander régulièrement, OK, les gars, les filles, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Comment je peux vous aider? Je vous encourage à regarder la série Netflix, comment s'appelle-t-elle? New Amsterdam, parce que le directeur dans cette série, eh bien, c'est exactement ça. C'est absolument génial.
Heu, alors le 1er épisode, si vous le regardez, il est un peu surprenant parce qu'il vire tous les cadres. On comprend un peu plus tard qu'il a viré tous les gens qui étaient corrompus, mais on comprend au fur et à mesure que la série se déroule, en fait, qu'il veut mettre en place un nouveau, mode de management et il l'explique clairement. Il dit: «Voilà, ma phrase, c'est: "Qu'est-ce que je peux faire pour vous?"» Et donc il fait ça avec ses cadres, il veut que ses cadres fassent ça avec leurs équipes et il veut que les équipes de soignants fassent ça avec les patients. Vous avez comme moi, vous êtes sans doute allé dans des hôpitaux où parfois vous avez l'impression que vous êtes patient, c'est vous qui avez le problème, c'est sur votre corps qu'on va, prodiguer des soins, une opération et cetera et en fait, vous avez l'impression que le médecin est tout puissant et limite que vous êtes là, à son service. Eh ben non, je suis désolé, c'est lui qui est au service du patient. Donc lorsqu'il arrive, dans la chambre, il devrait dire: «Bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Voilà. Alors je regardez la série, elle est vraiment bien faite, elle est super sympa et puis ça fait réfléchir sur sa posture. Et enfin, je voulais vous parler de l'analyse, transactionnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chose-là. En fait, c'est, une théorie super intéressante. Alors, j'ai pas de visuel là aujourd'hui parce que je fais des formations spécifiques là-dessus, mais je vous en parle rapidement. En fait, lorsqu'un chef est comme, Margaret Thatcher, on parle de la posture de parent. Et alors, il y a 2 styles de parents. Il y a le parent normatif et il y a le parent nourricier. Le parent normatif, en gros, c'est la posture du papa classique, hein. Celui qui rappelle la règle, celui qui interdit, et cetera. Voilà, celui qui donne les bons points et qui donne les mauvais points, la baguette, la carotte, et cetera. Donc là, on est vraiment sur la posture du surveillé, vous voyez bien et puis, voilà. Donc, ça, c'est le parent normatif. Lorsque vous vous comportez de cette manière-là, que ce soit en tant que parent ou en tant que manager, face à d'autres adultes, eh bien, vous induisez de fait dans la relation, une relation de domination qui va faire qu'en face, assez spontanément et inconsciemment, les gens vont adopter une posture d'enfant. Et la posture d'enfant en analyse transactionnelle, il y en a 3. Vous allez les reconnaître, ça va vous faire penser à vos collaborateurs, vous allez voir, ou parfois à vous, lorsque vous êtes avec votre propre chef. Il y a l'enfant soumis. Bah, oui, parce que face à un chef autoritaire, bah, on a peur. Donc on est en mode enfant soumis. Ou bien on est enfant rebelle. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Il a pas à me parler comme ça, je suis quand même adulte, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Ou bien l'enfant libre. L'enfant libre, lui, il est rigolo, c'est: «Ouais, c'est ça, cause toujours, je fais ce que je veux». Et en fait, dès lors que vous intégrez, que vous incarnez une posture, de parent normatif, vous créez ça en face. Voilà. L'autre parent, c'est le parent nourricier. C'est plutôt la posture de la maman, c'est: «Je prends soin de toi, mais à outrance». Moi, ce que je vous propose là, dans le passé de surveiller à veiller sur, c'est un espèce d'équilibre, qui est pas forcément facile à trouver, mais entre une autorité saine, donc on va utiliser son autorité en tant que manager pour rappeler, les objectifs, par exemple, le cadre, les règles du jeu et cetera, le règlement intérieur, voilà, qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir et cetera. Mais je me mets plutôt dans l'énergie de la maman qui veille sur et qui peut recadrer de temps en temps. D'accord? Donc dans le cadre de la posture de parent nourricier, eh bien, on crée exactement le même type de réaction en face. Le rebelle qui fait: «Non mais c'est bon, je sais faire tout seul, fais pas à ma place, tu me saoules» et cetera. Le soumis, c'est: «Ah bah oui, vas-y, fais à ma place et moi je suis bien content et je me planque, derrière, le fait que tu fais mon boulot à ma place». Et puis, le libre qui fait: «Oui, bon, tu veux faire tes trucs, tu veux faire à ma place, je m'en fous, je continue mon petit chemin». Voilà. Alors comment sortir de ça? Parce qu'il m'arrive d'accompagner des organisations, là, une grosse organisation nationale dernièrement qui voilà, une grosse enseigne où le dirigeant national me dit: «Yanis, je suis embêté parce que j'ai des directeurs, de pôles qui sont, absolument tous, brillants, mais je comprends pas, ils ne participent pas dans mes réunions et ils sont pas source de propositions. Je comprends pas, j'en ai marre, c'est moi qui fais tout le job, quoi». Et alors, en discutant un petit peu avec lui, mais j'avais eu un indice au moment où il m'a serré la main parce qu'il m'a écrasé les doigts. J'ai vite compris qu'en fait, il n'avait pas la bonne posture. Il n'était pas dans l'autorité, dont je parle, qui est saine, mais dans une forme d'autoritarisme
qui faisait que dans ces réunions, par exemple, il monopolisait la parole. C'était lui, effectivement, qui animait et qui faisait les ordres du jour et qui faisait tout. Et en fait, il n'y avait pas la place. Voilà. Et puis, si un jeune de ces directeurs pouvait faire une proposition, hop, elle était balayée d'un revers de manche parce que l'idée venait pas de lui. Donc, tu peux pas d'un côté demander la participation des gens et de l'autre côté, c'est un peu aussi ce que fait notre président parfois, dire non mais ok, je vous écoute, mais en réalité, j'ai déjà la solution. Non, c'est on va construire la solution ensemble. Et pendant cette construction, il va falloir que le manager ou le dirigeant se sente au même niveau que les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit la posture d'adulte versus adulte. Donc, je suis un adulte, même si je suis ton dirigeant, peut-être ton N+5, peu importe, je suis un être humain face à un être humain et en cela, nous sommes équivalents. Et si on est dans cette réunion à parler d'un sujet sur lequel tous les deux on a une vision, eh bien ta vision qui peut-être est très portée sur l'opérationnel, parce que peut-être que c'est toi d'ailleurs qui fais ces choses-là, et que moi je les réalise pas parce que je suis dans ma tour d'ivoire, là dans mon organisation, tout en haut de la pyramide, mais j'ai quand même un point de vue, donc peut-être que c'est légitime que je sois là. J'en doute, hein, personnellement. Normalement, on n'a pas à être dans une réunion avec son N+5, hein, c'est qu'il y a quelque chose dans l'organisation qui ne va pas. Mais bon, admettons, pour la théorie, eh bien, lorsque tu parles, je considère que ta parole est tout aussi importante que la mienne. Voilà. Et donc, mon cerveau, lorsque je t'écoute, n'est pas en train de se dire, n'est pas en train de critiquer ce que tu racontes, mais il est plutôt en train d'essayer de comprendre. Comment se fait-il que tu sois en train de dire ça alors que moi, peut-être, je pense des choses complètement différentes? C'est lié à notre place dans l'organisation, donc c'est normal. Et pour que chacun d'entre nous, on grandisse dans l'intelligence collective, il est important qu'on s'écoute mutuellement et qu'on essaye de comprendre pourquoi le type qui est sur la machine du matin au soir, etc., est en train de dire ça par rapport, je sais pas, à un process, hein, alors que moi qui suis ailleurs dans l'organisation, je vois les choses complètement différemment. Eh bien, c'est important qu'on entende le point de vue de chacun et qu'on entende aussi les idées de chacun pour aller vers un consentement, vers quelque chose qui sera comme cette histoire de métro optimisé, parce qu'il serait le fruit de l'intelligence collective. Voilà. Donc, en sociocratie et dans les organisations dont on parle, on va développer un sentiment d'équivalence, où le manager va sentir qu'il n'est pas au-dessus des gens, son job, c'est d'être au service des gens de son équipe, aussi au service des objectifs, hein, qui parfois lui sont donnés par le cercle du dessus, par le comité de direction, par exemple, mais on ne va rien imposer à qui que ce soit et on va construire les choses ensemble grâce à des techniques bien pensées. C'était la clé numéro 2. Et on va passer maintenant à la clé numéro 3. Je vous invite à ne pas trop regarder ce qu'il y a à gauche pour l'instant et à considérer plutôt ce qu'il y a à droite. La clé numéro 3, c'est partager le pouvoir. Parce que dans les organisations classiques, les gens ont une fâcheuse tendance à considérer que pour avoir du pouvoir, il faut le prendre à son voisin. Bon, bah dans une organisation coopérative, c'est tout le contraire. On a compris que pour avoir plus de pouvoir, pour que l'organisation puisse être puissante, elle a besoin que chaque individu soit empuissancé. C'est-à-dire, vous savez, ça vient du mot empowerment en anglais. En tout cas, c'est la traduction d'empowerment en anglais. Et donc, s'empuissancer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on partage un maximum de pouvoir. Et en faisant ça, si tout le monde est dans la posture de partager du pouvoir et d'essayer d'aider les autres à devenir de plus en plus puissants, bah, du coup, chaque individu va devenir de plus en plus puissant et c'est l'organisation qui va en bénéficier. Alors, pas que l'organisation, les individus en premier lieu, parce que bah, quand on est puissant, on se sent mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, pour partager le pouvoir, comment on va faire ça? On va différencier ce qui est stratégique de ce qui est opérationnel. Alors ça, c'est pas forcément toujours simple parce que, on l'a pas forcément appris à l'école. En même temps, si on y réfléchit un petit peu, c'est pas très compliqué. Le stratégique, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif stratégique? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis l'opérationnel, c'est comment on le fait concrètement. Alors, on va différencier les 2 choses parce que, vous le voyez juste après, on va déléguer vraiment l'opérationnel. L'opérationnel, il est délégué dans des fiches de poste, à des gens qui vont faire le taf. Mais du coup, on va déléguer le pouvoir opérationnel, c'est-à-dire, on va, à partir d'une décision stratégique qu'on va prendre ensemble et c'est pour ça qu'on différencie les 2. Le stratégique, on va prendre les décisions ensemble dans des réunions de ce qu'on va appeler des cercles.
d'accord, avec la technique de la décision par consentement qui est absolument révolutionnaire. On va prendre des décisions stratégiques ensemble. Du coup, tout le monde va donner son consentement, tout le monde sera d'accord avec cette décision, tout le monde comprendra qu'ensuite, il faut la mettre en opération. Et on va s'interdire dans nos réunions, et c'est là aussi où on va gagner énormément en efficacité, on va s'interdire d'aller dans l'opérationnel. Et on va plutôt déléguer et dire, Jean-Marc, c'est toi qui es le responsable com, eh bien écoute, vas-y, tu traces ta route, on t'a donné un objectif stratégique, tu mets en opération. C'est toi qui as suivi des formations sur la communication, c'est toi qui sais. Donc tu y vas et nous, on te suit. Si ja S'il arrive qu'on doute et qu'on ne soit pas tout à fait d'accord avec, ce que fait Jean-Marc, on peut lui dire: «Écoute Jean-Marc, ta plaquette ou le site internet ou je sais pas quoi, ah moi je tique un peu» et cetera. On peut lui dire, mais Jean-Marc a le pouvoir de dire: «OK, je prends en compte ce que tu me dis ou je ne prends pas en compte», puisque c'est lui qui sait. Il est payé pour ça, sur un profil, sur des compétences, sur des expériences qu'il a faites et des formations qu'il a faites. Donc il sait, il doit être capable de savoir parmi les critiques qu'on lui fait, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une bonne critique intéressante et qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Voilà. Parce que sinon, on tombe. Alors, je prends l'exemple de la com parce que c'est vraiment un exemple important qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises. Sinon, le dirigeant, globalement, il se sent légitime et capable de tout critiquer dans la com. Et c'est catastrophique. Du coup, il engage des gens pour des compétences qu'il n'a pas lui, et puis malgré tout, il vient critiquer, il vient dire à son responsable com: «Non, fais pas comme ci, fais comme ça» et cetera. C'est dramatique. Du coup, ça peut pas être cohérent. C'est hyper démotivant, pour la personne qui est chargée de com parce que du coup, elle sent bien que là, elle a pas de pouvoir et qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire, comment faire son travail. Voilà. Donc là, on retombe dans la posture du parent normatif qui est très désagréable. Déjà, quand on était enfant, on n'aimait pas trop quand papa faisait ça ou maman, mais maintenant qu'on est adulte, on n'a vraiment plus envie de jouer à ce jeu-là. Voilà. Donc, on va véritablement déléguer l'opérationnel et en tant que dirigeant ou manager, on va assumer que ses collaborateurs vont peut-être faire des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait voulu. Mais c'est plus important de laisser ses collaborateurs décider par eux-mêmes, même si le résultat ne nous convient pas à 100%, parce que notre rôle, c'est de l'aider à s'empuissancer, à développer ses compétences, etc. Donc peut-être que dans 3 ans, les choses vont s'améliorer. Et donc nous, en tant que manager, on doit être focus là-dessus. Voilà, très important. Être moins focus finalement sur le résultat qui doit moins convenir exactement à nos aspirations, à nous, en tant que personne, qui d'ailleurs, peut-être dans l'absolu, ne sont pas meilleures que celles de notre collaborateur, d'ailleurs, vraisemblablement, puisque vous n'êtes pas formé à la communication. D'accord. Donc, faites confiance à votre collaborateur, aidez-le, soutenez-le, et puis aidez-le à se développer. Et dans quelques années, ce sera encore mieux. Ensuite, on va déléguer à chaque service, que je disais tout à l'heure, la définition de sa propre stratégie. Donc, le CODIR ne va pas imposer la stratégie des services à chaque service. Le CODIR va s'occuper de la stratégie de développement de l'organisation. Voilà, on va bien délimiter son périmètre pour que surtout, il ne fasse pas d'ingérence dans le fonctionnement des différents services. Donc chaque service va se doter, va s'organiser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sous forme de cercle avec des seconds liens, et puis va utiliser la technique de la décision par consentement. Ce qui va faire que là, en termes d'efficacité, on est en train de passer d'un fonctionnement de 2 chevaux à un fonctionnement de Ferrari, si vous voulez. C'est un peu ça. Voilà. Et puis, donc on prend les décisions ensemble, les décisions stratégiques dans chaque cercle, chaque service. Voilà. Donc avec tout ça, on aura amélioré le partage du pouvoir. Et si vous regardez à gauche maintenant, alors je ne vais pas revenir parce que je pourrais faire un webinaire rien que sur, cette slide-là, mais on va développer les 5 super pouvoirs de la coopération. On va en conscience, essayer d'aider en tant que manager, les gens dans son équipe à développer leur pouvoir d'écoute et de compréhension. Parce que vous connaissez vos collaborateurs et vous voyez bien que, par exemple, certains n'arrêtent pas de couper la parole tout le temps. Donc eux, ils ont un pouvoir d'expression qui est parfois plutôt bon, parfois mauvais parce qu'ils sont agressifs, ils n'utilisent pas les bonnes formules, ils se mettent tout le monde à dos, donc là, c'est autre chose. Mais peut-être que s'ils font ça, c'est parce qu'ils sentent que dans le service, justement, il n'y a pas une bonne écoute. Et j'ai pas besoin d'exagérer ma pensée si en face de moi, il y a quelqu'un qui est posé, qui prend le temps de m'écouter et qui cherche à me comprendre. Par contre, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui passe son temps à essayer de contrecarrer ce que je dis
ou à me faire dire ce que je n'ai pas dit, et cetera, bon, bah, là, c'est très compliqué et effectivement, je risque de commencer à dire des choses un peu exagérées pour forcer la compréhension. Mais ça marche jamais, ça se retourne contre moi. Donc, on va essayer, dans les réunions en particulier, de développer, avec des super techniques d'animation en intelligence collective, le pouvoir d'écoute et de compréhension. On va essayer aussi, du coup, de fait, normalement, devrait se développer le pouvoir d'expression. Et dans le pouvoir d'expression, on prend conscience que lorsque je m'exprime, bah, du coup, j'exerce une influence. Et donc, je contribue. Et tout ça, c'est positif. Là où, dans un système classique et plutôt compétitif, on trouve que l'influence, c'est négatif, parce que si vous êtes influençable, ah bah ça, c'est pas bien, mon fils, il ne faut pas être influençable dans la vie, hein. Tu as tes idées et puis tu tiens à tes idées et voilà. Ben non, en mode coopératif, on considère que c'est hyper intéressant d'être influençable parce qu'en fait, puisqu'on fait l'effort d'essayer de comprendre les autres en les écoutant, eh bien, on se laisse traverser par leurs bonnes idées. Voilà. Et notre cerveau est quand même capable de différencier ce qui est de l'ordre de l'idée un peu foireuse et ce qui est de l'ordre de la bonne idée. Donc, et si collectivement on fait ça, en fait, on va développer un sentiment de contribution qui est hyper motivant et qui fait que lorsqu'on prend une décision, on ne sait même pas d'où viennent les idées en fait. Elles viennent du cerveau de tout le monde et c'est hyper satisfaisant, mais ça ne satisfait pas le petit ego de la personne qui se dit yes, j'ai réussi à imposer mon idée, d'accord, hein, le fameux Edmond Hervé, mais plutôt de se dire yes, on a pris une super décision, on a pris une super décision. Et je ne sais pas d'où sont venues les idées. J'ai sans doute, en contribuant, apporté des pierres à l'édifice, mais je ne serais même pas capable de dire qu'est-ce qui. Et on s'en fout, puisque l'intérêt, c'est quoi? C'est pas de nourrir mon ego qui aimerait contribuer. Non, c'est de contribuer collectivement à faire en sorte qu'on avance vers des idées de plus en plus créatives, de plus en plus pérennes et qui nous permettent de rejoindre nos objectifs le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, on va développer le pouvoir de proposition. Je n'ai pas trop de temps de développer ça, mais c'est important que chacun puisse faire des propositions et qu'elles soient toutes prises en compte parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous faites une proposition dans votre organisation que quelqu'un balaye ça d'un revers de manche en disant non, non, on a déjà fait, ça ne marche pas. Hop. Mais non, mais attends, aujourd'hui, les circonstances sont différentes, puis on ne l'a jamais fait exactement comme je l'ai en tête. Enfin, voilà. Et hop, votre idée est mise à la poubelle. Donc, là, il n'y a pas de pouvoir, vous comprenez? Il y a le pouvoir de SAP, voilà, dans ces organisations-là, il est très puissant. Et donc, on va contrebalancer la SAP par le pouvoir de proposition. Et puis, il y a le pouvoir d'objection, qui est hyper important, c'est-à-dire que si une proposition a des conséquences fâcheuses sur quelqu'un ou quelque chose, il est important que n'importe qui puisse dire le mot objection, et là, tout s'arrête, et on se dit, ah bon, objection, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, par contre, c'est pas, oui, je suis pas d'accord parce que je sais pas quelle raison foireuse. Non, non, c'est, il faut pas faire ça, parce que sinon, regardez ce qui va se passer, et je vous le démontre. Il va se passer telle chose. Et le risque qu'il se passe telle chose est tellement fort qu'effectivement, tout le monde comprend que, ah oui, tu as raison, il ne faut pas le faire. Parfois, le risque est très faible. Il y a un risque, effectivement, mais il est tellement faible qu'on s'en fout. Il y a beaucoup plus à y gagner que ton petit risque là. Donc, collectivement, on va prendre conscience que, OK, pas grave, le risque, il est là, mais on va mettre telle chose en place pour que justement, il n'y ait plus de risque ou qu'on l'amoindrisse au maximum. Voilà. Et puis enfin, le pouvoir de solidarité qui me semble important. Alors là-dessus, c'est le seul point avec lequel, a priori, je ne suis pas d'accord avec Edenburg, qui aurait dit qu'il n'y avait pas besoin de solidarité dans les organisations sociocratiques. Moi, je pense que c'est important de développer cette conscience-là et de chercher à s'entraider les uns les autres, à s'empuissancer les uns les autres. En tout cas, ça va être un facteur, peut-être que ce n'est pas nécessaire à un bon fonctionnement sociocratique, mais en tout cas, c'est un facteur d'accélération de la coopération. Et enfin, lorsqu'on aura fait tout ça, eh bien, vous le voyez en jaune, tout cela pour vivre dans la joie. Et donc, ce fameux facteur de bien-être et de qualité de vie au travail, on va pouvoir, avec des KPIs, l'évaluer et on va absolument augmenter, c'est ce que je vous disais en introduction, notre qualité de vie au travail. Même si aujourd'hui ça se passe déjà bien, eh bien vous allez vivre des choses qui seront encore plus merveilleuses. Voilà, donc petit résumé de la chose avant de passer à vos questions et à vos réactions éventuellement. Clé numéro un, ce qu'on a vu, c'est que pour améliorer l'efficacité de 30%,
et le bien-être de 300%, eh bien, il fallait améliorer la communication interne, il faut adapter la posture des managers, donc il faut leur proposer des formations, si possible des choses interactives pour que voilà, ça ne leur soit pas imposé, mais que ça vienne d'eux, qu'ils comprennent l'intérêt, en leur faisant parler aussi des difficultés qu'ils rencontrent au jour le jour. Je me rappelle, tiens, dernièrement, une toute nouvelle manager dans un service qui dit ah, mais c'est pas possible, ça commence mal, j'ai une réunion tout à l'heure. Alors, ça faisait une semaine qu'elle était manager de ce groupe-là. Ça va être tendu parce que ils remettent en question une de mes décisions. Et je lui dis tiens, tu peux m'expliquer juste, ça fait une semaine que tu es là, d'accord, et tu as pris une décision, ok. Elle concerne quoi, ta décision? Bah, le fonctionnement interne. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ne respectent pas ma posture, mais de toute façon, si on change de manager, c'est parce que justement, ils ne respectaient pas le manager d'avant. Et là, ils sont en train de faire la même chose avec moi. Donc, en fait, cette organisation a une stratégie intéressante, c'est de se dire, puisque tel manager a des difficultés pour se faire respecter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va changer la tête, on va changer de manager. Sauf que la nouvelle manager qui intègre son poste a la même posture, a la même technique, c'est-à-dire je prends les décisions et je considère, puisque je suis votre manager, que vous devez les mettre en place. Il n'y a pas de discussion, quoi. Les gens sont en train de dire non. Alors moi qui étais neutre dans cette histoire, je regarde la manager et j'étais content de pouvoir lui dire, écoute, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils ont raison et que tu as tort. Alors là, elle est un peu choquée, parce que d'habitude, vous savez, quand on partage ses problèmes, bah, on s'attend à ce qu'en face, on nous dise ah oui, tu as raison, ils sont pas chouettes et tout. Et je leur dis, tu sais, c'est systémique. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec eux, mais ça a à voir avec la manière dont les choses sont organisées et la manière dont tu te positionnes vis-à-vis d'eux et dont ils se positionnent vis-à-vis de toi. Donc, je lui ai parlé un petit peu d'analyse transactionnelle et je lui dis, lorsque tu arrives en tant que nouvelle responsable et que tu veux mettre en place une organisation que tu n'as pas élaborée avec eux, tu te mets dans une posture de parent normatif. C'est-à-dire que tu amènes ta norme à toi. En face, tu ne peux avoir que des réactions de soumission ou de rébellion ou, comme je vous disais, cause toujours. Donc, si tu veux autre chose, en réalité, ce que tu veux au fond de toi, parce qu'on veut tous ça, c'est que ça roule, que ça se passe bien, que tout le monde soit content. C'est ça que tu veux. Elle me dit oui, mais justement, mon organisation, c'est pour aller vers ça. Je dis non, même si tu as raison, tu as tort. Parce que si tu as raison, ton organisation, elle tendrait à aller vers ça. Tu leur imposes. Et donc, ça ne marche pas. En face, tu as des gens qui veulent être considérés comme adultes. Donc, ils sont en train de te tester. Ce que tu dois faire, c'est aller les voir et leur dire, je vous ai compris. Voilà. C'est ça. C'est je prends en compte vos idées. Alors, j'ai eu mon idée, je vous l'ai présentée. Et là, vous l'avez critiquée. Ben, j'écoute vos critiques. Et donc, on va collectivement améliorer mon idée. Et tu peux faire une proposition, tu peux amener une proposition, mais ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas une décision. Tu la partages, et puis les gens vont pouvoir te dire qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Si vraiment tu fais ce travail-là, alors il faut les bonnes techniques pour faire ça, eh bien tu vas arriver à une décision finale qui sera le produit de l'intelligence collective. Tout le monde aura contribué, tout le monde sera content et se diront qu'est-ce qu'elle est chouette cette manager. Et le problème, euh, comment dire, le problème initial qui a fait que c'est toi qui es devenu manager, il est résolu. Par contre, attention, parce que les membres de ton équipe vont constamment te tester. Parce qu'ils ont vécu toute leur vie avec un papa dominant, puis des enseignants dominants. En tant qu'enfant, on est ultra entraîné à avoir des adultes dominants vis-à-vis de nous. Donc, quand on arrive dans l'entreprise, bah, c'est la même chose. En fait, de nouveau, on a des managers dominants. Et là, tu es en train de montrer une nouvelle forme de management. Eh bien, sache qu'ils ne vont pas te lâcher, ils vont te tester pour voir, mais c'est pas possible, elle est vraiment comme ça. Et si tu tiens le coup, eh bien, tu vas devenir la manager de l'année la plus appréciée par son équipe de ta boîte, mais il faut que tu tiennes le coup et il faut qu'à aucun moment tu te plantes et tu retombes dans l'autoritarisme. Et alors, ils vont te tester aussi sur ton autorité, pas seulement sur la version coopérative, mais aussi, il y en a qui vont faire des conneries. Alors, comment tu te positionnes dans ces moments-là? Est-ce que tu prends la casquette du père autoritaire ou est-ce que tu prends la casquette du sage qui va redire la règle, mais qui va le dire avec bienveillance et fermeté? En fait, c'est comme si on mettait un gant de velours sur une main de fer. Voilà. Donc, c'est un espèce de mélange entre Thatcher
et Gandhi. Alors, je ne sais pas exactement comment ils étaient tous les deux, mais pour l'image, c'est un peu ça. C'est il y a des règles du jeu, il y a de la bienveillance à avoir et il y a des choses qui ne sont pas possibles dans notre boîte. Donc là-dessus, j'ai une main de fer. Par contre, la manière dont on va le faire, j'ai un gant de velours, on va le faire ensemble, ça va être super agréable, vous allez voir, on va s'éclater, tout le monde va pouvoir contribuer et on va être joyeux. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce webinaire. Alors pour finir, je vous laisse mes coordonnées. Donc, je vous offre un coaching gratuit pour toutes les personnes qui, parmi vous, rencontreraient des difficultés en ce moment. Je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez aller surfer sur mon site aussi pour voir tout ce que je propose. Vous pouvez me passer un coup de fil ou m'envoyer un mail, on se cale un rendez-vous. Et puis, on se prend un temps, j'écoute un peu vos difficultés et puis je vais vous dire comment, avec les principes de la coopération et de la sociocratie, on pourrait, comme ça, de manière assez simple, tenter de trouver des solutions efficaces. Voilà. Et puis, je suis désolé, il y a le téléphone qui sonne. Si vos difficultés sont plus complexes et que vous avez besoin d'un accompagnement, bien même chose, on prend rendez-vous, on en discute. Et puis, je vous fais bientôt une proposition d'accompagnement avec un devis, mais le coaching que je vous offre là, il est gratuit. Bien, alors, chers amis, hop, je regarde maintenant si vous avez des questions, des réactions. Merci beaucoup pour ton petit message, Isabelle. Eh ben, écoute, je suis super content si c'est inspirant et clair et si ça peut t'aider dans tout ce que tu fais dans ta vie professionnelle et autres, hein, parce que finalement, on est souvent dans des groupes aussi, dans des associations, parfois même dans les relations familiales. Voir comment tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui peut aider dans les relations parents-enfants. Euh, alors, en tant que parent, par exemple, avec vos enfants, comment je peux parler à mon enfant plutôt en mode adulte, plutôt qu'en mode parent normatif, par exemple, ou parent trop nourricier, mais aussi en tant qu'enfant vis-à-vis de mes propres parents. Si j'ai un papa très autoritaire, est-ce que je suis tout le temps dans la rébellion ou tout le temps dans la soumission? Comment je peux changer ça pour arriver à vivre une relation qui est plus satisfaisante? Voilà. Allez, je coupe le partage. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il est 13h30. J'avais prévu effectivement 1 heure pour ce webinaire. Je suis ravi. N'hésitez pas, coaching gratuit. Vous me passez un coup de fil, je serai absolument ravi de tenter de vous aider avec une vision, à partir d'une vision surtout systémique, quoi, parce qu'il y a des règles du jeu dans un système, dans une organisation qui sont universelles. Et tant qu'on n'a pas complètement compris ça, eh bien on s'attache et on se focus sur, par exemple, les tempéraments des gens. Et donc, on va passer beaucoup de temps à critiquer un tel et à se dire, ah bon, bah alors, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Alors, si on déplace un tel, est-ce que peut-être ça va mieux marcher avec un tel? Ce n'est pas le problème. En réalité, il vaut mieux que les équipes soient constituées de gens qui sont très différents, parce que ça va apporter énormément de richesse, mais il faut respecter un certain nombre de règles systémiques. Il faut avoir les bons outils pour faire ça et la bonne posture. Voilà, messieurs, dames, j'ai été ravi de vous présenter ce webinaire. J'espère que vous serez nombreux, alors pas trop non plus, mais que vous serez nombreux à m'appeler pour qu'on échange sur les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui et surtout pour qu'on imagine des solutions pour demain pour aller vers plus de joie. Et alors la promesse, bon là c'est plus si je vous accompagne, hein, le plus 30% d'efficacité et 300%, mais ce serait la promesse et il faudrait qu'on vérifie au terme de mon accompagnement si effectivement on s'est rapproché des 30 et 300%. Voilà, très bon appétit à ceux qui n'ont pas encore pris le temps de manger. J'espère que peut-être vous mangiez en même temps que vous m'écoutiez. Moi, je vais manger maintenant. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux, dans la vraie vie, par mail, par téléphone, comme vous voulez. À bientôt. Au revoir.